chez ce sujet jeune, l'hyperélastité cutanée, le signe l'arachnodactylie qui est objectivé par le signe de Sternberg ou du pouce. Donc ainsi, les critères de Gantt révisés en 1996 vont permettre le diagnostic du syndrome de Marfan. Et il y a deux situations. Soit le malade a une histoire familiale ou des antécédents génétiques, ça veut dire la mutation génétique n'a pas été individualisée dans la famille, ou bien il a une histoire familiale, il n'a pas d'histoire familiale de Marfan dans la famille. Dans ce cas-là, il faut au moins 2 organes atteints parmi les critères majeurs. Et ces organes atteints sont soit le squelette, et les anomalies des critères majeurs dans le squelette sont le pectus carinum qu'on a décrit tout à l'heure, le pectus excavatum qui nécessite une chirurgie, donc vraiment une grosse déformation thoracique qui nécessite une chirurgie, la scoliose supérieure à 20 degrés, le déplacement malléolaire, pied plat, protrusion acétobulaire. Donc vraiment ça, c'est des critères majeurs qui vont évoquer le syndrome de Marfan dans ces critères majeurs. Et il faut un élément de la liste des critères majeurs plus 2 critères mineurs pour dire que le patient-là, il a des anomalies squelettiques évocateurs de maladie de Marfan. Donc, les critères mineurs, c'est pectus excavatum, mais modéré, on avait dit ici, très sévère parmi les majeurs nécessitant une chirurgie. Quand c'est modéré, hypermobilité articulaire, paléogivale, donc vraiment des critères non spécifiques. Au niveau des yeux, c'est l'ectopie du cristallin, le critère majeur. On peut avoir aussi comme critère mineur la cornée qui est anormalement plate. Et il faut seulement un critère majeur ou 2 critères mineurs pour pouvoir dire que ce malade-là a une anomalie cornéenne qui peut être en faveur du syndrome de Marfan. Au niveau cardiovasculaire, on a dit qu'un critère mineur suffit, c'est-à-dire c'est plus grave. Donc, lorsqu'on a l'anomalie aortique, quel que soit le type, qu'il soit mineur ou majeur, ça peut entrer dans le cadre du syndrome de Marfan. Dilatation aorte ascendante, prolapsus valve mitrale, dilatation artère avec ou sans sténose valvulaire. Donc, vraiment, beaucoup d'anomalies. Dès qu'on a une anomalie de l'aorte, c'est dans les critères, quel que soit le type. Au niveau pulmonaire, un seul critère mineur suffit également lorsqu'on a un pneumothorax chez un sujet jeune ou des bulles apicales. Il faut savoir évoquer le syndrome de Marfan qui peut être dans les critères. Au niveau de la peau, un seul critère suffit. Le seul critère qu'il existe, c'est les vergetures sans prise de poids importante. Excusez-moi. Et aussi parfois des hernies récidivantes, mais vergetures sans prise de poids importante, c'est un élément qui doit faire évoquer un syndrome de Marfan chez un sujet jeune. Donc voilà. Et lorsqu'on a une mutation génétique ou bien un parent de premier degré chez qui il a été individualisé ou diagnostiqué syndrome de Marfan, l'atteinte d'un seul organe suffit chez un patient. Donc, atteinte d'un seul organe parmi ce qu'on a cité, squelette, peau, cardiovasculaire, plus mutation génétique individualisée dans la famille ou parents de premier degré atteint, ça, le diagnostic peut être posé. Mais si l'anomalie n'est pas posée, il faut au moins 2 organes allant jusqu'à 3 pour pouvoir poser le diagnostic de syndrome de Marfan. Le diagnostic doit être précoce parce que c'est une affection qui est potentiellement mortelle. Il est difficile à cause du caractère progressif, c'est-à-dire que le malade il peut venir aujourd'hui avec ses signes cutanés, c'est dans 6 mois, 10 mois qu'il fera son autre atteinte. Donc, si on n'a pas évoqué le diagnostic et qu'on n'a pas suivi le malade, peut-être qu'on ne va pas revoir ce malade et que c'est d'autres personnes qui vont le voir dans un tableau de complications et peut-être qu'ils ne vont pas y penser. Alors que si on avait mis le malade dans une bonne cohorte de suivi, on aurait pu améliorer son pronostic. Il y a un caractère progressif et une nature dépendante de l'âge de certaines manifestations cliniques. Par exemple, la dilatation aortique, les signes aortiques vont s'aggraver progressivement au fil des années.
Donc, les diagnostics différentiels ainsi que les éléments sont cités dans le tableau. Le syndrome de Loïdes, par exemple, l'homocystéinurie avec les thromboses. Donc, vous avez les différents éléments qui vont vous permettre de faire ce diagnostic différentiel. De ces syndromes marfanoïdes, donc le malade, il a un phénotype de marfan long, signe du pouce, mais il a d'autres anomalies qui fait que, ou bien il n'entre pas dans les critères de syndrome de Marfan. Le suivi, c'est essentiellement l'échographie qu'il faut faire au moment du diagnostic initial et 6 mois plus tard, qui peut déterminer le taux d'élargissement de l'aorte une fois par an avec un diamètre aortique stable. Si le diamètre aortique est stable, par exemple, on fait ça. 6 mois après, on le fait. Si c'est stable, le malade peut bénéficier d'une échographie chaque année. Après le syndrome de Marfan, nous allons parler de l'homocystéinurie. C'est un des diagnostics différentiels du syndrome de Marfan. Vous allez le voir dans le tableau. Mais la caractéristique discriminative principale, c'est la fréquence des accidents thromboemboliques dans cette pathologie. Il s'agit d'une maladie autosomique récessive. On a dit phénotype marfanoïde, long, signe du pouce, etc. Elle est liée à un déficit en cystathionine synthétase qui entraîne une accumulation d'homocystéine dans le sang. Les patients vont faire des accidents thromboemboliques récidivants qui doivent faire attirer l'attention et faire le diagnostic en dosant l'homocystéine et la méthionine dans le sang, et on va constater une élévation de l'homocystéine également dans les urines. Le traitement va se faire par un régime pauvre en méthionine. S'agissant du syndrome de Menkes, il s'agit d'une maladie systémique du métabolisme du cuivre. C'est une affection très sévère, létale avant 3 ans en général. Elle est récessive liée à l'X, c'est-à-dire seuls les garçons sont atteints, ou bien certaines filles qui ont 3XY, par exemple. Donc, certains phénotypes particuliers. Incidence est estimée à 1 sur 300 000. Les principales manifestations de la maladie, c'est essentiellement la neurodégénérescence progressive. Donc, à l'âge de 3 à 4 mois de vie, l'enfant ne commence pas, la tenue de la tête est impossible. Il y a certains gestes neurologiques qu'ils ne peuvent pas. Et il y a une anomalie des anomalies du squelette, des anomalies vasculaires, des cheveux crépus, dépigmentés et un aspect de la peau de cutis laxa. La peau est lâche, les cheveux sont crépus. Donc, c'est un enfant de 3 semaines atteint d'une maladie de Menkes classique. Donc, on note que la peau est lâche, donnant un aspect vieilli, de cutis laxa. Les cheveux, ils sont particuliers parce qu'ils sont fins, cassants, dépigmentés, blanchâtres ou grisâtres. On voit à la microscopie optique, lorsqu'on fait l'examen à la microscopie, un aspect des tiges tordues, pilitorties, ou une mèche de cheveux anormale. Donc, les autres signes possibles, c'est le plexus excavatum, carinum, l'ostéoporose, les fractures spontanées. On a dit que c'est des anomalies mixtes, donc on peut observer autant des signes de tissu conjonctif, de tissu élastique, les ruptures vasculaires, les anomalies squelettiques et tout. On peut observer les deux à la fois, mais vraiment la particularité, c'est la neurodégénérescence progressive. L'enfant n'a pas une croissance neurologique normale. Tenue de la tête impossible, à 3 ou 4 mois, l'enfant ne peut pas se tenir correctement, il est lent dans ses activités. Donc, ces choses-là, avec ces anomalies-là, il faut penser à une maladie de Menkes. Mais en général, les enfants décèdent avant l'âge de 3 mois d'infection, d'hémorragie cérébrale par rupture vasculaire. Sur le plan diagnostique, dès la suspicion clinique devant l'aspect des cheveux, grisâtres, blanchâtres, dépigmentés, le retard de développement neurologique, il faut doser le cuivre dans le sang et on a une baisse
de la cuprimie et de céruplasmine dans le sang.